La charrue avant les bœufs, un podcast proposé par Édouard Saury et Olivier Duchesne. Bienvenue dans le podcast La charrue avant les bœufs. Je suis Baptiste Grard, enseignant-chercheur à l'ISARA et avec Olivier Duchesne. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivier, également enseignant-chercheur à l'ISARA. Nous allons aujourd'hui nous attaquer à un sujet encore peu documenté, celui des fermes collectives. Entre 1980 et 2020, d'après le dernier recensement agricole, la France comptait 389 000 exploitations agricoles, soit près de 800 000 exploitations de moins qu'en 1980. Et cette tendance n'est pour l'instant pas partie pour s'inverser, avec depuis 2015, en moyenne 14 000 chefs d'exploitation qui s'installent, pour 20 000 qui cessent leur activité. Cela étant associé à une population agricole vieillissante, avec 43% des exploitants qui ont plus de 55 ans. En France, comme dans d'autres pays d'Europe, le renouvellement des agriculteurs, des producteurs agricoles et des actifs agricoles est donc un défi de taille aux multiples facettes. Cette question du renouvellement des générations agricoles ne se réduisant pas à des questions démographiques, mais questionnant également l'évolution du modèle agricole, la taille et le type d'exploitation à reprendre. C'est dans ce contexte qu'émerge, ou plutôt réémerge, l'idée de fermes collectives dans le paysage agricole. Sans être la solution, celle-ci semble constituer une solution intéressante en pouvant répondre à une partie des défis du renouvellement agricole. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de fermes collectives ? Quelles réalités ont-elles aujourd'hui ? Comment s'installe-t-on et fonctionne-t-on en collectif ? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre dans l'épisode d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir exceptionnellement beaucoup d'intervenants et surtout des intervenantes. On va avoir 4 personnes autour de cette table. Et donc on va commencer d'abord avec Delphine Laurent. Delphine, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Donc bonjour, je suis Delphine Laurent. Donc moi je suis ingénieure agronome de formation. Et donc suite à l'obtention de mon diplôme, j'ai travaillé plusieurs années dans l'accompagnement de collectifs dans différents contextes, au Pérou, puis dans le réseau des CIVAM en France et en Mongolie. Et donc, suite à ces expériences, j'ai construit donc un sujet de thèse sous format CIFRE sur l'accompagnement de collectifs particuliers, puisqu'il s'agissait donc de fermes collectives. Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous. Alors ensuite, en face de toi, nous avons Céline Riolo. Céline, bonjour aussi. Est-ce que tu peux te présenter également ? Bonjour, donc Céline Riolo, je suis co-directrice d'une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui s'appelle les Fermes Partagées, dont la mission est de développer l'agroécologie coopérative. Du coup, ça se passe et ça se concrétise comment ? En accompagnant les installations, transmissions de fermes collectives sous forme coopérative, en développant les scopes et les SIC. Également en réalisant du plaidoyer pour faire développer, connaître cette forme d'installation-là, en formant, en communiquant et en œuvrant pour la reconnaissance juridique, administrative de ces formes d'organisation. Et également en créant tout un réseau autour des fermes collectives pour essayer de capitaliser sur tout ce qui est déjà produit, que ce soit par les acteurs de l'accompagnement ou par les fermes elles-mêmes. Merci. Et donc on enchaîne avec la 3e intervenante, Maëla Naël. Maëla, bonjour. Même combat, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je suis Maëla Naël, également ingénieure agronome de formation. J'ai travaillé dans l'accompagnement à l'installation agricole en Île-de-France, dans une coopérative qui s'appelle Les Champs des Possibles. Et suite à cette expérience, j'ai décidé de écrire un livre sur le sujet des fermes collectives pour à la fois documenter ce sujet pour lequel je trouvais peu d'informations et puis pour donner des outils que j'avais glanés par-ci par-là aux porteurs de projets qui étaient intéressés par cette possibilité d'installation. Et je suis également installée depuis 1 an et demi sur une ferme collective moi-même dans le Morbihan. Merci. Et on va terminer donc avec notre 4e intervenante, une intervenante un peu plus locale, Hélène Brive. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour, je m'appelle Hélène Brive et je suis en effet enseignante et chercheur ici à l'ISARA à Lyon, en sociologie. Et actuellement, je mène des travaux dans le cadre d'un projet de recherche-action qui s'appelle Coagile avec la FRCUMA Aura, qui porte sur le travail dans d'autres formes de collectifs que les fermes collectives, qui sont les CUMA. Très bien, merci. Donc un éclairage supplémentaire. Alors on va commencer cette émission, ce podcast finalement de manière un peu scolaire, c'est-à-dire qu'on va vous demander pour vous déjà comment on définit ce qu'est une ferme collective. Déjà ça semble être un premier pas intéressant à faire. Et on va commencer avec toi Delphine, est-ce que tu peux essayer de nous donner ta définition ?
Alors oui, effectivement, c'est vrai que la définition de comment on définit ces fermes collectives, c'est pas si simple en fait. C'est des structures qui sont extrêmement complexes et c'est un mouvement qui est aussi protéiforme, donc pas facile à regrouper sous le terme d'une seule définition. Donc pour essayer de m'accorder sur une, en tout cas, j'ai trouvé intéressant de demander aux collectifs eux-mêmes comment ils se définissaient et comment ils s'appelaient. Donc il y a eu une pluralité de termes, du collectif fermier à la ferme collective, en passant par le collectif en autogestion. Et voilà, de voir un petit peu aussi ce qui se disait dans la littérature grise et scientifique. Donc, moi, je me suis arrêtée à un collectif de travail donc, qui est composé de au moins 3 personnes qui n'ont pas donc, de lien de parenté entre elles, ou au moins l'une d'elles qui n'en a pas, et qui est également hors cadre familial, ONIMA, donc non issu du milieu agricole. Donc, ce groupe s'organise sur la ferme pour partager un certain nombre ou toutes les ressources. Et donc pour mener également une diversité d'activités qui peuvent être agricoles ou également non agricoles et dépasser le cadre donc de l'atelier agricole stricto sensu. Donc d'autres éléments qui sont importants, c'est la volonté d'horizontalité dans le fonctionnement collectif, et enfin le fait que ces collectifs soient portés dans leurs projets par d'importantes aspirations écologiques et sociales. Maëla, toi dans ton ouvrage, tu distingues 2 types, c'est ça, de fermes, les fermes dites partagées et celles qui sont communes. Ça se recoupe du coup avec la définition que donne Delphine. Tout à fait. Pour moi, il y a une petite distinction entre petite ou grande d'ailleurs, distinction entre ces 2 types de fermes, qui est la structure économique. Est-ce qu'on fait partie de la même structure économique ou pas ? Dans le cas des fermes communes ou intégrales, les personnes font partie de la même entité juridique et mettent en commun la valeur ajoutée liée à la production, et donc partagent les bénéfices, les pertes, les risques éventuels. Dans le cas d'une ferme partagée, c'est plutôt un ensemble de mutualisation qui ne va pas jusqu'au partage de ce bénéfice et des pertes. Donc c'est plusieurs structures juridiques différentes qui mutualisent sur les bâtiments, le foncier, la commercialisation, le matériel et éventuellement le travail dans certains cas. Effectivement, je rejoins pleinement les définitions qui viennent d'être données. Nous, dans les fermes partagées, du coup, on va plutôt parler de fermes mutualisées et de fermes communes. On retrouve vraiment ces types d'organisations-là avec des organisations juridiques, sociales, et cette réflexion qui est jusqu'où va-t-on dans la coopération et la mutualisation, ou plutôt d'abord dans la mutualisation et ensuite dans la coopération, que ce soit sur le temps de travail, le travail, sur les investissements avec les engagements financiers que ça représente, jusque les aspects de commercialisation par exemple, ou d'autres aspects en dehors du secteur agricole. Donc dans ce que vous dites là tous les 3, est-ce que je dis bien, si je résume, sur le fait qu'on ne peut pas dire qu'il y ait un statut qui permettent de revendiquer ferme collective type GAEC ou autre? C'est une pluralité de situations finalement qui se rejoignent sur des façons de faire, mais il n'y a pas vraiment de statut. C'est bien ça? En fait, comme il n'y a pas de statuts qui sont parfaitement adaptés sur ces fermes collectives, ça oblige les collectifs à innover, expérimenter et faire des montages des fois très complexes de différents statuts juridiques qui sont imbriqués les uns avec les autres. Et du coup, ça va poser la question de quels sont les liens entre ces différentes structures, entre celles qui portent le foncier, celles qui portent les structures d'exploitation, d'autres des fois associatives ou coopératives qui vont porter les activités non agricoles. Voilà, ça oblige en tout cas les collectifs à être très imaginatifs et inventifs pour contourner la réglementation ou les espaces qui n'existent pas encore et qui sont à créer. Hélène Brive, une remarque par rapport à ça? Non, ce que je trouve intéressant dans la définition qu'en a donnée Delphine, effectivement, c'est que se définissent comme ferme collective des gens qui ont envie de porter ce label-là de ferme collective et qui revendiquent ce mot de collectif finalement. Et c'est peut-être ça qui les distingue le plus fortement d'autres fermes où il y a plusieurs associés mais qui ne se disent pas ferme collective. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes parlent du renouveau, de l'émergence d'une nouvelle idée qui serait la ferme collective, alors qu'en fait c'est pas nouveau, c'est juste que des groupes installés à plusieurs depuis des décennies ne se définissaient pas comme tels. Ils allaient
plutôt parler de ferme avec plusieurs associés, exploitation en commun. Et le GAEC aussi portait cette dimension collective à ses débuts. Et finalement, aujourd'hui, c'est plus devenu un outil de transmission du capital entre générations, plutôt d'une même famille. Donc voilà, la ferme collective, c'est un terme qui réémerge depuis quelques années et qui définit des choses qui existaient déjà. GAEC, juste. Le GAEC, c'est le groupement agricole d'exploitation en commun. Donc c'est un statut juridique agricole, c'est une société civile en fait, qui est très utilisée en agriculture depuis les années 50, 60. Y compris en agriculture familiale. Et du coup, pour rebondir sur ce que dit Maëla et que je trouve très, très important, c'est de se dire qu'effectivement, on peut utiliser le terme nouveau, mais qu'il s'agit surtout d'un renouveau. Et quand on pense également aux installations, en tout cas de néo-paysans et néo-paysannes, il y a aussi un héritage probablement à aller chercher dans les fermes communautaires et des mouvements de retour à la terre qu'on a pu voir dans les années 60, notamment après les mouvements post-mai 68, où il y a eu énormément de néo-ruraux qui se sont installés sur des lieux collectifs, mais qui sont des formes très différentes, mais avec également des volontés, en tout cas, de fonctionner de manière très horizontale et d'expérimenter des modèles sociaux. Et justement, donc, ferme collective en soi, donc rien de nouveau. Par contre, les formes et les statuts juridiques, là, il y a eu éventuellement des nouveaux statuts qui ont émergé ces dernières années. Peut-être pour aller sur la question de comment on s'installe, comment on forme un collectif, comment est-ce que ces collectifs émergent? On imagine bien qu'il n'y a pas de généralité, mais comment est-ce que se passe ce processus de former le collectif? Du coup, je peux peut-être témoigner à travers nos différentes fermes collectives, mais on remarque qu'il y a vraiment deux mouvements. Il y a un premier mouvement qui est la constitution du collectif en lui-même, qui est un ensemble d'individus qui sont retrouvés autour d'un projet commun qui est défini par un certain nombre de valeurs qu'ils aimeraient mettre en place dans le mode de production, dans la manière d'envisager la ferme en elle-même. Et qui, suite à la constitution de ce groupe, vont définir des caractéristiques pour atterrir et mettre en œuvre leur projet. Donc, vont aller à la recherche d'une ferme, d'un endroit où s'installer. Donc ça, c'est la première manière. Et la seconde manière, c'est plutôt lié à un ou quelques porteurs de projets qui vont identifier une ferme qui aurait le potentiel d'accueillir un collectif en son sein. Donc, qui sont vraiment mus au démarrage par cette envie de faire un collectif, de faire émerger un collectif, mais du coup qui vont commencer l'aventure seuls ou un petit collectif et qui ensuite vont agréger, rechercher des associés pour mettre en œuvre le projet collectif, co-construire le projet collectif en adéquation avec les valeurs qui sont construites au fur et à mesure. Alors, justement, est-ce qu'on peut peut-être s'appuyer sur ton exemple, Maëlle? Comment ça s'est... Déjà, est-ce que tu veux compléter et comment ça s'est passé dans ton cas pour toi, cette émergence de ferme collective? Dans mon cas précis, c'est plus un groupe d'amis c'est en tant que groupe d'amis que nous avons décidé de nous installer à plusieurs. Et justement, cette question de l'amitié, c'était là-dessus que je voulais rebondir. Dans les porteurs de projets que j'ai pu rencontrer, il y avait parfois l'incapacité à se projeter sur une ferme collective parce que difficile d'imaginer s'associer avec des gens qu'on ne connaît pas. Et en fait, ce processus de création, de constitution d'un groupe, il passe pas forcément par des liens amicaux initiaux, et voire même ça peut être un avantage parce qu'il y a une culture commune, on se connaît, on peut avancer, mais parfois dans les groupes d'amis, il y a du tacite et qui va pas être verbalisé, alors qu'en fait, quand on se lance dans un projet collectif avec des personnes qu'on a rejoints pour ce projet, souvent on va peut-être plus verbaliser, on va être plus accompagné sur cette dimension-là, de bien se connaître, d'apprendre à se connaître autour du travail à plusieurs. Et finalement, c'est peut-être un atout de pas savoir avec qui s'associer, parce que ça peut permettre de prendre le temps de trouver ses associés en fonction de valeurs communes, à construire aussi, à construire autour d'objectifs précis, d'un territoire bien défini, etc. Donc voilà, l'amitié, ça peut être un atout, mais c'est pas nécessaire dans la constitution d'un groupe. Et donc on voit bien le défi d'arriver à construire un projet donc en commun. Comment est-ce qu'on accède en collectif à du foncier?
Du coup, il y a de la même manière, il y a plein de voies d'accès au foncier. Soit il y a déjà un porteur de projet qui, par héritage, a envie de transformer et de changer la ferme pour en faire une ferme collective. Donc, il y a déjà cette filiation, en tout cas. Donc, ça, c'est une première possibilité. Soit c'est une reprise d'une ferme qui est déjà existante par le collectif, ou du coup, il y a aussi d'autres accessibilités à du foncier de manière beaucoup plus collective à travers des structures type terre de liens ou la constitution à travers un territoire d'un GFA, un groupement foncier agricole, pour avoir un portage aussi du foncier de manière collective. Néanmoins, la question du foncier, que ce soit pour les installations collectives ou tout autre type d'installation, reste un enjeu très complexe et problématique de comment on arrive à trouver des fermes à reprendre, comment on peut se positionner sur ces fermes-là. Et du coup, l'ancrage territorial, le fait déjà d'atterrir sur le lieu et sur l'espace géographique où on a envie de s'installer, je pense que c'est un élément nécessaire, indispensable avant l'installation. Et donc, Delphine Laurent, de ton côté, est-ce que là, tout ce qui est dit, à la fois sur l'installation, comment on accède au foncier, à la ferme en quelque part, ou au collectif qui se forme, qui réfléchit à justement monter un projet, dans ta thèse, tu as étudié une petite quinzaine de fermes, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est vrai à chaque fois, ou au contraire, là, tu as une diversité de situations que tu pourrais décrire qui justement reflètent que c'est un peu jamais la même chose? Quels sont les points communs vraiment pour toi? Eh bien, je me retrouve pas mal dans ce qui a été dit avant, par Maëla et Céline, dans le sens où, dans les situations que j'ai pu observer, moi j'ai observé donc des groupes de collectifs donc, qui se sont constitués avant de chercher un foncier, typiquement un groupe d'amis qui a cette idée et ce projet avant la recherche du foncier concrètement, et d'autres types de collectifs où c'était une reprise familiale d'une des personnes qui au moment de la reprise se dit très bien mais pas tout seul, et qui intègre progressivement des personnes dans le collectif. Et du coup, on en parlait tout à l'heure, mais du coup, c'est vrai que la construction du projet collectif, alors qui se fait soit en amont de la recherche du foncier, soit qui se fait progressivement en intégrant des personnes, elle est vraiment fondamentale, parce qu'après, ça va être vraiment sa mise en acte et son opérationnalisation qui va être l'enjeu aussi de l'installation et de un des enjeux en tout cas de la pérennité du groupe. Céline Riolo là-dessus. Oui, simplement, il faut faire attention par contre aux biais et notamment aux relations de pouvoir que peut porter le fait que le foncier soit porté par une personne dans le collectif. Du coup, nous, on va vraiment inviter les organisations, les fermes collectives à réfléchir à un portage collectif de ce foncier-là pour justement, pas qu'il y ait ce biais dans la relation de pouvoir, dans les investissements, dans les transformations qui pourraient avoir lieu autour de la ferme, qu'on n'ait pas ce réflexe-là de se tourner vers le propriétaire qui serait l'un des seuls associés et qui, de coup, créerait un biais, une relation de pouvoir qui serait à l'encontre de l'objectif cherché d'organiser le travail et les relations de pouvoir autrement au sein de ces fermes collectives. Maëla ? Peut-être pour résumer sur comment on s'installe en collectif, comment on crée un groupe, il y a la définition du groupe, justement, qui est dedans, qui est dehors, et parfois c'est pas clair, ça paraît bateau dit comme ça, mais en fait juste se poser, se dire bon, il y a un ensemble un peu mouvant de personnes qui sont intéressées par la même chose, qui en fait vraiment partie. Peut-être qu'il y a des gens, ce sera pour un second temps, voilà. Première étape. Deuxième étape, c'est pas forcément dans le bon ordre, c'est pas forcément chronologique, mais il y a la question du projet commun, vers quoi on va, dans quelle direction on va, et quelles valeurs, quels objectifs, quelles finalités. C'est important de le définir aussi, et c'est en lien avec la création du groupe. Peut-être qu'à mesure qu'on définit ce projet commun, le groupe aussi va évoluer. Et enfin, il y a deux autres sujets que sont la temporalité et la zone géographique. Si la zone géographique n'est pas claire, par exemple, l'arc méditerranéen, c'est pas sûr que finalement, si quelqu'un veut aller s'installer au-dessus de Perpignan, celle qui a imaginé plutôt au-dessus de Nice reste dans le projet. Et sur la question de la temporalité, c'est important de préciser ça aussi, parce que certains peuvent être très pressés de s'installer et d'autres imaginer une installation plus progressive ou à moyen terme. Donc voilà, ces quatre dimensions vont permettre de s'installer en collectif. Et c'est important pour les porteurs de projet d'avoir ça en tête pour pas se faire de fausses idées et s'inventer un groupe ou s'inventer un projet alors qu'en fait tout le monde n'est pas raccord sur tous ces aspects.
Alors justement, dans cette dimension-là, Maëla, tu as cité deux choses qui me semblent assez importantes, enfin en tout cas qui appellent vraiment des questions qu'on se pose sur les fermes collectives. Tu as dit intéressé par la même chose ou avec un projet en commun. Alors on comprend bien cette idée, elle semble naturelle, mais c'est quoi ce projet en commun en général? Est-ce qu'il y a des tendances lourdes qui ressortent? Intéressé par la même chose en général, ces choses-là, c'est quoi? Et derrière un petit peu la question, est-ce que ce collectif, systématiquement, il appelle à une diversité de production, de situations, d'ateliers, ou au contraire, c'est aussi des formats un peu plus standards, simplement gérés par plusieurs personnes? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Delphine, par exemple? Alors justement, oui, sur la nature des projets, je m'étais rendu compte, du coup, alors dans le panel que j'avais étudié, juste que ça pouvait se situer à différentes échelles, ces projets. Donc ça pouvait concerner le collectif et la ferme, à savoir tester des modèles en agriculture biologique, donc qui sont diversifiés, et réfléchir à l'intégration de cette diversité. Que ça pouvait être aussi lié à l'organisation du travail, en fait, le rendre plus flexible en étant plusieurs. Mais ça peut aussi concerner le territoire, à savoir s'intégrer dans un maillage territorial et participer à nourrir le territoire. Et enfin, ça peut, de manière encore plus large en termes d'échelle, concerner un peu la société, enfin en tout cas montrer qu'on peut faire autrement. Et derrière, aller tester des modèles et aller les faire reconnaître. Et donc vraiment, j'ai noté chez certains de collectifs justement cette volonté de vraiment avoir une démarche expérimentale et de faire de sa ferme une sorte d'enjeu d'intérêt général pour montrer qu'on peut s'organiser et faire autrement. Une sorte de réflexion dans les actes, quoi. Est-ce que vous voulez compléter là-dessus, Céline, Riolo, éventuellement? Oui, pleinement. Nous, on est pleinement engagés dans cette réflexion-là. Et c'est vraiment ce qui a nourri l'émergence des fermes partagées. C'est ces fermes collectives-là qui avaient choisi un format coopératif qui était très expérimental ou pas du tout usité dans le secteur agricole. Ils voyaient que ça produisait des choses intéressantes en termes d'implication des associés au sein de la ferme, la protection sociale qu'apporte le fait d'être salarié associé au sein d'une ferme, et aussi la possibilité d'aller au-delà de la production agricole, parce qu'une SCOP, on peut faire autre chose que de l'activité agricole. Et du coup, ça permet d'intégrer au sein de la ferme, au sein de la structure économique, la création de la valeur, c'est-à-dire toute la transformation, toute la revente, distribution ou des activités autres de formation, de conseil, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui est générateur de valeur. Et de pouvoir faciliter et les nouvelles installations sous ces formes-là et de diffuser ce modèle-là en montrant que ça fonctionne. C'est des choses qui sont producteurs et de nourriture. On n'est pas sur des petites fermes qui produisent pas. Non, on parle là, par exemple, la ferme des Volonteux à Beaumont-les-Valences, c'est 25 personnes qui travaillent sur la ferme. Ils sont 10 salariés associés. Ça existe depuis 15 ans. Ils sont connus et reconnus. Donc, il y a bien des modèles qui peuvent nourrir, entre guillemets, le monde et qui ont des formes d'organisation et, pour nous, un modèle désirable pour l'agriculture de demain. Au sujet des activités qui sont portées dans ces fermes collectives, j'ai envie de dire que de toute façon, l'agriculture par nature ou par histoire, c'était déjà collectif. Et les agriculteurs qui se retrouvent seuls aujourd'hui, ils bénéficient de travail extérieur massif parce qu'ils ne sont pas capables de tout faire. En agriculture, il y a une diversité de métiers, de compétences à acquérir qui est énorme. Et donc, dans les fermes collectives, il y a cette conscience de la polyvalence nécessaire et une envie aussi d'aller creuser dans la diversité. Et du coup de développer des systèmes souvent complexes agronomiquement avec des activités qui se complètent au niveau donc agronomique, économique, voire même en termes de résilience face aux aléas climatiques aussi. Donc on retrouve à la fois des productions à haute valeur ajoutée comme le maraîchage, la boulange paysanne, mais aussi des activités d'élevage. Souvent on repère des systèmes en polyculture élevage dans les fermes collectives. Et des activités de transformation pour valoriser les produits produits par la ferme. Une réaction d'Hélène. Oui, ça amène à avoir un autre regard, y compris sur l'exploitation agricole, en fait, j'allais dire classique, qui effectivement dans son histoire et dans sa trajectoire de spécialisation a externalisé plein de ces activités qui ne sont plus considérées comme agricoles. Alors, de transformation, etc. Mais désolé pour le côté un peu prof relou. Donc externalisé, tu veux dire, qui ont été mises à l'extérieur de la ferme. C'est plus l'agriculteur qui gère. C'est ça. Absolument. Et du coup, qui ne sont plus considérées comme des activités agricoles.
alors qu'il y a 100 ans, transformer, ça peut faire partie d'une activité sur une ferme. Et pour continuer du coup sur ce chemin, en termes d'organisation du travail, de manière dont ces fermes collectives s'organisent de ce point de vue-là, répartissent peut-être la charge de travail, comment ça se passe on a bien compris, il n'y a pas un modèle de ferme collective, mais il y a des modèles, enfin des différents exemples qui existent, mais comment ça s'organise concrètement, comment est-ce qu'on fait pour la répartition du temps de travail, etc. En tout cas, ça se co-construit déjà, donc ça se fait à partir du groupe et du collectif qui est présent, et c'est quelque chose qui doit être discuté sur son rapport au travail, qu'est-ce qu'on considère comme des temps de travail professionnels, est-ce que de la représentation par exemple à l'extérieur sur certains réseaux c'est considéré comme du temps de travail professionnel, les temps de déplacement à droite et à gauche, d'aller chez un fournisseur, acheter des vis parce qu'il manque des vis, voilà, cette question-là sur la répartition de qu'est-ce que sont les tâches professionnelles, comment on s'organise, quel est l'équilibre de vie entre du personnel et du professionnel, comment on définit un petit peu la frontière. En tout cas, ça nécessitera pour le collectif de travailler sur et de discuter autour de ces organisations-là. C'est aussi un des éléments qui amène à l'installation collective et d'envisager une ferme collective, c'est que le rapport au travail de ces générations-là, des personnes qui s'installent, il est différent des anciennes générations d'agriculteurs qui s'installaient, où il y avait une dévotion totale pour sa ferme, on était 24 heures sur 24, 365 jours par an sur sa ferme. Là, les attentes, elles sont ailleurs. On n'a plus envie de ce modèle-là, où on est l'esclave de sa ferme, et le collectif est une manière de pouvoir répondre et de répartir les différentes contraintes et astreintes qu'il peut y avoir sur une ferme. Et alors tout à l'heure aussi, dans nos discussions un petit peu avant ce podcast, sur ces notions d'organisation du travail, mais donc au quotidien, mais aussi de sa carrière, j'ai envie de dire, vous avez parlé d'une notion assez intéressante, vous avez parlé de paysans de passage. Est-ce que vous pourriez réexpliquer ça pour nos auditeurs, à quoi ça faisait référence ? Alors, Paysans de passage, c'est le titre d'une thèse réalisée par Elsa Pibou pour Terre de Liens il y a quelques années. Et c'est de dire que le métier d'agriculteur, d'agricultrice peut se faire dans le cadre d'une carrière avec d'autres activités, d'autres professions. Et ça peut s'intercaler dans une vie professionnelle. Et les fermes collectives se questionnent sur l'entrée et la sortie des associés et facilitent souvent la transmissibilité de la ferme, envisagent la fin de la ferme, le départ d'associés dès le début via des ajustements, des choix statutaires, de répartition des parts sociales, de modalités concrètes de sortie, de transmission des compétences et d'intégration de nouvelles associés. Et donc, dans les fermes collectives, on renouvelle la vision du métier d'agriculteur. On n'est plus forcément aliéné à ses activités, à son lieu de travail. On peut imaginer faire l'agriculture pour quelques années, changer, développer dans la ferme collective aussi de nouvelles compétences, changer de métier à l'intérieur même de la ferme, changer d'activité, c'est possible souvent puisqu'il y a une diversité d'activités. Et donc ça peut permettre d'imaginer plus facilement des générations d'agriculteurs se succéder sur des fermes avec, sans risquer à chaque fois l'arrêt total de la production parce qu'il faut transmettre, ça coûte cher et voilà. Hélène ? Oui, sur cette idée de diversité des compétences, vraiment en contrepoint de quelque chose que qu'on a pu observer dans les CUMA, c'est que les CUMA, juste pardon. Les CUMA, c'est coopératives d'utilisation de matériel agricole, c'est-à-dire c'est des groupes d'agriculteurs plus ou moins importants sur un territoire qui se rassemblent pour acheter du matériel en commun, l'utiliser ensemble, éventuellement partager aussi du travail et parfois, dans certains cas, des salariés aussi. Et dans le cas des CUMA, cette question des compétences, souvent, elle est pas du tout traitée, elle n'est pas posée du tout. Et il y a un truc qui est, comme on est agriculteur finalement, c'est comme si génétiquement on savait faire tout ce que doit faire un agriculteur. Et on voit beaucoup de tensions dans les CUMA qui émergent autour de la thématique de la casse des machines. Et
Et en fait, la question de qui sait bien utiliser telle machine et qui est pas à l'aise avec celle-là, etc., elle est jamais posée, jamais traitée. C'est complètement tabou. Alors qu'on voit bien que les machines deviennent de plus en plus sophistiquées et éventuellement de plus en plus compliquées à conduire. Mais il y a une vraie difficulté à parler à la fois des compétences, des apprentissages qu'on pourrait faire, de ce qu'on ne peut pas faire et de qui est compétent pour faire quoi, en fait. Delphine, tu souhaitais également réagir ? Moi, je voulais rebondir effectivement sur cette organisation du travail qui peut justement qui peut apporter, comme ça a été mentionné, beaucoup de flexibilité, de polyvalence, etc. Mais c'est aussi énormément de temps finalement d'organiser ce travail pour le collectif. Enfin, c'était pas mal ce qui ressortait dans le sens où du coup c'est vraiment des temps de discussion pour se répartir les tâches, les ressources, etc. Et il y avait même un collectif qui m'avait dit que finalement c'était un atelier en soi, l'organisation collective, dans le sens où ça nécessite à la fois des compétences et du temps. Donc c'est aussi un défi qui challenge encore toutes les compétences qu'il faut avoir au sein d'une ferme collective, qu'elle soit technique ou plus organisationnelle. Céline, une réaction ? Oui, et je voulais même aller au-delà, parce que au-delà de travailler sur cette organisation du travail et prendre un temps pour mettre ça ensemble au sein du collectif, c'est toute la vie collective, tout le temps consacré à réinterroger le projet, est-ce qu'il est en train d'évoluer, vers quelle vision, vers quelle orientation, vers, je ne sais pas, à quel développement pour la ferme on envisage. En tout cas, c'est quelque chose de très caractéristique du temps consacré et que sont prêtes à consacrer ces fermes collectives pour pouvoir perdurer, pour pouvoir vivre correctement dans le temps, continuer à se développer, continuer à être vivante. Et c'est aussi des temps de séminaires. Alors du coup, on imagine beaucoup les séminaires dans quelque chose de très entrepreneurial lié à des organisations d'entreprises. Là, on voit que les fermes collectives ont des temps hors production où ils prennent le temps de prendre soin de ce fonctionnement collectif et de leur vie collective. Alors, tu as dit des lieux qui restent vivants ou des fermes vivantes. Je crois que c'est un point finalement que vous n'avez pas encore trop traité. Moi, j'ai l'impression de comprendre, et c'est dans notre discussion antérieure aussi, que vous parlez aussi de lieux qui ont une vraie vocation à produire des biens agricoles. Hein. On est toujours dans ce domaine-là, mais malgré tout, qui sont aussi souvent des lieux de vie, de rencontres avec des non-agriculteurs. Vous parlez de tiers-lieux, parfois, même des épiceries qui se mettent en place. Donc, quel est le rôle de ces fermes sur cette dimension sociale-là ? Est-ce qu'il y a ce réancrage territorial-là dont vous parliez ? Il passe par ce lieu d'accueil, en fait. Du coup, je reprends la parole, mais comme le disait Delphine dans sa définition des collectifs agricoles tout à l'heure, c'est une composante qui est importante pour un certain nombre d'entre eux de proposer un modèle alimentaire de proximité et vraiment en lien dans un territoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve sur ces fermes collectives. C'est généralement des fermes qui produisent pour distribuer en circuit plutôt court et du coup pour vraiment nourrir la population et tout le village, enfin un petit peu plus au-delà du village, qu'il y a autour de la ferme. Et c'est aussi des lieux de rencontre où ils ouvrent leurs portes. Il y a souvent des portes ouvertes qui sont organisées, des fêtes qui sont organisées et des lieux aussi d'accueil culturel dans ces espaces ruraux. Donc oui, c'est pleinement des fermes qui sont ancrées territorialement, et puis le collectif permet d'autres choses en lien avec le territoire. Est-ce que justement c'est inhérent du coup au fait d'être un collectif, de proposer cette pluralité d'activités qui garantit entre guillemets ou qui a pour effet de mieux s'inscrire dans un territoire, c'est vraiment lié justement au fait d'être un collectif? Est-ce que c'est entre guillemets par nature, même si j'imagine que c'est pas le cas systématiquement? C'est un peu mathématique. Dans un collectif, il y a plusieurs personnes et chacune de ces personnes a des liens vers l'extérieur qui viennent s'additionner aux liens que les autres associés ont sur la ferme. Et donc, pour moi, les fermes collectives, c'est des carrefours où se tissent des liens entre différents mondes, notamment monde rural, monde urbain, ou rurin-urbal, comme vous préférez. Et en fait, souvent, il y a le lien à la ville qui est assez fort, et ça permet de peut-être réconcilier aussi des mondes qui s'ignorent ou se rencontrent pas. Pour moi, c'est aussi des lieux où il y a des échanges entre réseaux
professionnel, parce que comme il y a plusieurs associés, chacun peut avoir une casquette dans un univers professionnel, et ces univers professionnels vont se retrouver sur la ferme, et donc ça multiplie les échanges possibles, et c'est des hubs quoi, dans une toile de réseau hyper dense d'organisation dans le milieu agricole. Et pour juste rebondir sur la dimension espace vivant, une critique ou une crainte qui est souvent formulée à l'encontre des collectifs agricoles, c'est « Ah mais j'ai un exemple dans tel groupe, dans tel collectif agricole, il y a machin qui est parti en claquant la porte, c'est compliqué. » En fait, les groupes sont vivants par nature, et c'est normal d'avoir du mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Donc, finalement, c'est plutôt bon signe, les collectifs qui arrivent à voir rentrer de nouvelles personnes et en sortir d'autres, parce que les projets évoluent. Et je pense que cette crainte, rendre cette crainte moins taboue, ça permet aussi de se décomplexer sur l'installation collective. Et du coup, ce que tu dis m'évoque le fait que ça implique aussi une autre relation au travail, avec peut-être une relation plus de salariés, qui était un point pareil qu'on a évoqué tout à l'heure. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur... En tout cas, nous, c'est un modèle qu'on défend aux fermes partagées, notamment par la forme coopérative. Tu parlais tout à l'heure, Maëla, des paysans de passage. On voit bien que les carrières professionnelles ne sont plus linéaires. On va faire 40 ans, 50 ans au sein de sa ferme. Là, on parle principalement aussi dans ces collectifs agricoles des personnes qui sont non issues du milieu agricole, et des fois qui font suite à une reconversion professionnelle, donc qui ont déjà eu une première histoire professionnelle, qui vont en écrire une nouvelle et qui s'autorisent aussi d'en avoir une troisième, quatrième, cinquième derrière. Le fait d'être en coopérative et d'avoir le statut singulier de salarié associé permet d'avoir la protection sociale d'un salarié, c'est-à-dire de cotiser à Pôle emploi, de cotiser à la retraite comme un salarié, et de pouvoir envisager un rebond derrière, que le fait d'être associé à cette ferme collective n'est pas une finalité en soi. Donc ça, c'est une première chose, facilitant ce passage sur ces fermes collectives et cette transmission aussi de ces fermes. Maëla. Et ça me fait penser à la comparaison avec les CUMA. J'ai un exemple un peu particulier. C'est, du coup, je pense, dans toutes les fermes collectives, il y a la question du travail qui est omniprésente. Comment faire pour travailler de façon vivable, donc avec des week-ends, des vacances, un peu comme tout le monde, et ce, dès la première année d'installation, parce que sinon, on ne le fait jamais. Et donc, dans mon groupe, nous, cette question, elle est centrale, comme dans plein d'autres groupes. Et par exemple, quand on va dans les groupes CUMA, la question n'est pas du tout la même. Et par exemple, une de mes associées qui fait partie de notre groupe et qui se questionne beaucoup sur le temps de travail, quand elle va en réunion CUMA, elle doit un peu négocier pour que les salariés, leurs heures supplémentaires soient décomptées, qu'elles soient bien payées, ou que leur temps de travail soit limité. Et c'est pas du tout présent dans la culture des autres agriculteurs qui font partie de la CUMA. Et même au niveau des réunions, par exemple, les réunions de la CUMA, c'est toujours le soir, alors que c'est du temps de travail. Donc en fait, pour elle, pour mon associé, d'ailleurs pour tout notre collectif, les réunions, c'est dans la journée, ça fait partie du travail. Et ça illustre un peu cette différence avec le reste du monde agricole sur le temps de travail. Alors justement, Hélène. Oui, ce que tu évoques, Maëla, là, ça me fait écho à des travaux d'un sociologue de Toulouse qui s'appelle Alexis Annès, et qui a travaillé sur comment certains hors cadres familiaux réinterroge l'identité professionnelle, font bouger un peu les lignes de l'identité professionnelle et ce qu'il appelle les formes de masculinité, et dans le rapport au travail, justement. Comment le rapport au travail construit des formes de masculinité. Et il caractérise une forme de masculinité qu'il appelle, selon la littérature, conventionnelle ou traditionnelle, et qui se définit justement par justement, je ne le compte pas, le travail. Le travail, c'est le travail pour le travail, une espèce de valeur travail en soi, et qui ne se compte pas, et qui valorise le fait que ça soit ce qu'il appelle le dur labeur, que ça soit dur, qui valorise la force physique, etc. Et il dit qu'il y a justement de nouveaux arrivants hommes en agriculture qui vont faire un petit peu bouger les lignes par rapport à ça, en ayant des profils plus
soit gestionnaires, soit entrepreneuriaux ou gestionnaires, qui vont compter leur temps de travail et que peut-être c'est pas la peine de faire ceci ou cela. Et d'autres profils encore qui vont accorder, on revient sur le soin du collectif, qui vont accorder plus de soins à la relation, aux autres, au collectif, et qui vont valoriser ça. Et qui vont aussi, ce sont des profils qui vont accorder aussi une certaine valeur à la réflexivité et au doute. Et ça, c'est des profils qui sont précieux aussi parce qu'ils permettent justement les apprentissages, les expérimentations, ce dont vous avez parlé, enfin, le fait d'essayer des choses, si on se trompe, tant pis, de pouvoir parler de ses échecs, etc. Donc le fait aussi que les fermes collectives peuvent être des lieux d'expérimentation. C'était mentionné, je crois que c'est toi Delphine qui l'a mentionné, le fait qu'il y avait une volonté de certaines fermes collectives, en tout cas d'être des espaces de tests et d'expérimentation sur un certain nombre de questions. Peut-être juste pour revenir à cette question d'entrée et de départ au sein des collectifs, on a abordé tout à l'heure la question du foncier, mais il me semble que sur cette question des fermes collectives, il y a aussi un autre rapport au capital. On a aujourd'hui une dynamique, si on caricature un petit peu, mais donc d'agrandissement des fermes aujourd'hui en France. Et le foncier, notamment, participe au fait que si un agriculteur part à la retraite, ou une agricultrice va profiter de la vente de son capital foncier. Les fermes collectives, là-dessus, semblent, en tout cas dans certaines d'entre elles, interroger ce rapport et cette rémunération, on va dire, du capital versus celle du travail. Je ne sais pas si vous voulez en dire... Peut-être avant de venir creuser cette question-là, il y a un vrai enjeu par rapport à toutes les politiques agricoles qui ont été mises en place, qui ont abouti à cette situation-là aujourd'hui. C'est-à-dire des fermes de plus en plus spécialisées, de plus en plus grandes, avec des investissements massifs qui ont été faits et une hyper-capitalisation des fermes, qui aboutissent à ce qu'aujourd'hui, une ferme à 500 000, 1 million, a des difficultés de retrouver des repreneurs. Et du coup, il y a deux modèles qui s'opposent, soit des modèles de micro-fermes, et va se poser la question de comment on arrive à produire suffisamment pour nourrir l'ensemble, ou la ferme-firme, avec encore plus d'agrandissement. Et du coup, ça pose vraiment la question de quel modèle on veut. Et le modèle qu'on vient défendre, dont on vient parler aujourd'hui sur les fermes collectives, c'est justement proposer une forme de reprise pour ces fermes qui sont trop grandes pour être reprises individuellement, notamment au niveau de rémunération des paysans et des paysannes à aujourd'hui. Seul, c'est compliqué de reprendre une ferme à 1 million, alors que collectivement, ça permet de démultiplier les moyens, les capacités d'investissement et de réappropriation de ces fermes-là. Alors justement, ça me semble être la remarque parfaite pour poser maintenant la question à quel point ce dont on discute là, si on sort, maintenant qu'on en a discuté un petit peu longtemps, si on sort, on va avoir l'impression qu'on va rencontrer des fermes collectives un peu partout. Néanmoins, ça ne semble pas encore être le cas. À quel point ce qu'on décrit là aujourd'hui, c'est marginal, en plein essor. Quelle chance ont les auditeurs et auditrices d'aller rencontrer une ferme collective comme ça en passant une rue. Qui se nomme ou pas d'ailleurs ferme collective, parce que c'est peut-être aussi ça la question. Mais... Oui, c'est ça. Je pense que des fermes collectives, il y en a sur tous les territoires. Après, elles vont prendre des formes diverses. Mais parmi les porteurs de projets qui se tournent vers l'installation, on constate quand même un intérêt accru pour ces formes d'organisation, pour tous les intérêts qu'on a décrits précédemment. Et du coup, ce sera aussi à eux d'inventer des modèles pour pouvoir prendre leur place. Je pense notamment aux circuits de commercialisation. Les circuits courts sont hyper intéressants et je pense que l'offre crée aussi la demande. Ça, c'est partiellement certain. Mais on a aussi besoin d'imaginer d'autres formes de commercialisation peut-être un petit peu plus longues, qui soient plus organisée, avec une capacité d'approvisionner plus largement la restauration collective ou d'autres formes d'alimentation. Et donc pour moi, les fermes collectives, elles vont participer avec leur pouvoir d'expérimentation, leur capacité de diversité, d'adaptation. Elles vont pouvoir participer à ces réflexions qui se feront à l'échelle des territoires de manière plus collective que juste chaque collectif en son sein.
Est-ce que Delphine, sur la question de les fermes collectives en plein essor ou en plein boom? Alors du coup, c'est pas une question qui est simple parce que c'est vrai que les chiffres, admettons, du recensement agricole, il y a pas mal de fermes collectives qui, de par notamment leur statut juridique, passent sous les radars. Donc c'est compliqué de dire il y a telle évolution et en tout cas, moi, j'ai pas les chiffres. Donc du coup, en tout cas, cette question du plein essor, c'est plutôt du domaine de l'engouement qu'on peut ressentir à la fois à l'échelle de la société, mais c'est vrai qu'aussi en discutant avec des animateurs, des animatrices qui accompagnent des installations agricoles, c'est vrai que eux, leur vision ou leur retour, c'est vraiment qu'ils sont sollicités de plus en plus par des collectifs. Donc c'est plus ça l'information qui dirait qui laisse penser que effectivement c'est un mouvement qui est en plein essor et qui probablement va se perpétuer, d'autant plus que il y a pas mal de structures dont les fermes partagées qui se saisissent justement de ces questions-là et qui probablement vont participer à faciliter ces installations aussi. Après, c'est aussi la question de quel modèle d'agriculture on a envie de soutenir. Parce qu'autour de tout ça, il ne faut pas oublier qu'il y a tout un système réglementaire, législatif, d'aide agricole qui façonne notre paysage agricole. Et du coup, c'est comment les politiques, la politique de manière plus large, donne les moyens, si c'est un modèle qui est désirable et souhaitable, pour que les structures d'accompagnement puissent soutenir la mise en œuvre de l'émergence de ces fermes collectives, pour que tout législatif et réglementaire puisse être aussi accessible à ces formes collectives, comment on peut simplifier ces installations-là collectives pour éviter des montages vraiment tordus dont on a parlé tout à l'heure, par exemple. Donc ça, c'est un vrai enjeu c'est pas seulement les acteurs en eux-mêmes qui ont ce pouvoir-là d'installer et de transformer le modèle agricole, mais c'est aussi quelles sont les politiques qu'on met en face pour soutenir ce modèle-là, que ce soit au niveau local, au niveau des collectivités locales, ou que ce soit au niveau national ou européen. Du coup, je pense qu'il y a besoin de quatre acteurs pour le développement des fermes collectives, à la fois les porteurs de projets qui vont être les inventeurs des prochains modèles ou des prochaines façons de faire, les accompagnateurs et accompagnatrices qui soient en mesure de bien les accompagner sur ces sujets-là, la recherche, parce qu'on a besoin de la recherche aussi pour documenter, capitaliser, tirer des leçons ou des apprentissages des formes qui sont déjà installées, et puis, comme tu l'as dit, les politiques publiques pour soutenir, reconnaître aussi. Je pense aux institutions bancaires aussi qui parfois ont du mal à imaginer comment financer ces modèles-là. Vous amenez un petit peu sur le terrain de la fin de cet épisode, du dernier sujet. Qui accompagne aujourd'hui ces fermes collectives sur le terrain? Est-ce qu'il y a un métier spécial pour ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait un peu de bric et de broc? Du coup, ça va dépendre des territoires, mais effectivement, il y a à aujourd'hui plutôt une multitude d'acteurs. Du coup, Maëla, dans son livre, a fait tout le travail de défrichage, d'aller identifier territoire par territoire des acteurs institutionnels que sont les chambres, les SAFER, jusqu'à après tous les petits acteurs locaux, ceux qui peuvent se saisir de cette question-là. Après, c'est sûr que la spécificité de l'accompagnement des fermes collectives, comme c'est des formes qui sont assez expérimentales, innovantes, est en émergence. Nous, les fermes partagées, on est une jeune structure, donc ça fait que 2 ans qu'on intervient sur la région Rhône-Alpes, et il existe d'autres expérimentations et d'autres structures sur d'autres territoires. Vous avez des équivalents du coup sur le territoire ou... Alors, spécifique à la forme coopérative, non. Par contre, s'il y a des territoires qui sont intéressés pour qu'on vienne essaimer et partager notre méthodologie, nos outils pour pouvoir faciliter l'émergence des collectifs agricoles sous forme coopérative, nous, on est partie prenante pour le faire. Dans le monde de l'accompagnement, il y a aussi une entrée de nouvelles structures qui s'engouffrent un peu sur cette thématique, parce que c'est aussi... un espace où on peut choper de la subvention ou des aides ou des financements de fonds de formation, etc. Et du coup, c'est assez facile. Comme il y a pas de...
Il n'y a pas de diplôme pour accompagner des fermes collectives, évidemment. Enfin, évidemment, c'est tellement spécifique que ce serait étonnant. Mais donc n'importe qui peut se réclamer accompagnateur, accompagnatrice de collectifs, et notamment dans ces structures que je nommerai pas, mais qui se retrouveront peut-être. Il y a une sorte de ruée vers l'or. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais de nouveaux acteurs qui ont parfois des approches un peu légères ou qui cherchent à faire du bénéfice sur le dos des personnes qui cherchent à s'installer à plusieurs. Enfin bon, je ne sais pas si c'est suffisamment grave pour qu'on en parle, mais j'avais quand même envie de citer ça. Et par contre, plein de gens qui se forment, qui essayent de trouver de la ressource, parce que c'est quand même pas évident, et aussi des réseaux d'accompagnateurs qui se mettent en place pour partager leurs outils. Et je voudrais citer aussi le projet agricole qui a été mené en Occitanie par l'Ardéar, coordonné par l'Ardéar Occitanie, avec beaucoup d'autres partenaires, et qui a créé un site internet qui s'appelle agri-col.xyz, qui est un espace où il y a beaucoup de documentation sur les fermes collectives. C'est un bon point de départ pour trouver des données. On le mettra en lien du coup dans la description du podcast. Et donc on glisse doucement vers la conclusion de cet épisode. Et pour peut-être une dernière partie, on avait envie de vous emmener un petit peu sur la question et demain des fermes collectives. Donc vous avez déjà, notamment Céline et Maëla, ouvert un peu sur des défis auxquels font face les fermes collectives dans leur développement, que ce soit au niveau du statut juridique, que ce soit au niveau du cadre légal ou aussi de l'accompagnement. Mais voilà, on voulait vous permettre peut-être d'avoir un petit dernier mot chacune sur le développement demain des fermes collectives, sur les défis auxquels elles peuvent faire face, sur les choses qui pourraient favoriser leur émergence. Je ne sais pas qui a envie de démarrer autour de la table. Du coup, je trouve qu'un des éléments intéressants, c'est comment on met en lien et en réseau toutes ces fermes collectives-là qui ont expérimenté, qui expérimentent pour capitaliser déjà sur toutes les bonnes pratiques, sur les méthodologies qui sont mises en œuvre, que ce soit en termes d'organisation du travail, de gouvernance, même de production agricole, etc. Je trouve qu'il y a vraiment déjà du savoir qui existe. Il faut le capitaliser dessus et amener à cette diffusion pour donner à voir et inciter, créer peut-être des vocations et donner envie à des personnes de s'installer en agriculture et en collectif. Merci beaucoup, Céline. Delphine ? Je voudrais rebondir directement parce que je partage complètement ce qui vient d'être dit sur vraiment l'importance de notamment, on a beaucoup évoqué justement cet aspect expérimental de ces structures et d'apprentissage par l'expérience aussi, et ce que pourrait permettre de faire la mise en réseau et aussi la capitalisation d'expérience pour inspirer et aider d'autres, les collectifs, en tout cas qu'il y ait de l'appui mutuel des collectifs entre eux. Il y a aussi différents acteurs et actrices qui ont été cités par Maëla, que ce soit justement les accompagnateurs, accompagnatrices, les chercheurs, chercheuses, etc. Et c'est vrai que ces fermes collectives, elles rencontrent de nouveaux défis, mais ça pose également des défis pour l'accompagnement, de quels outils créer. Est-ce que c'est un ou des accompagnements, étant donné la pluralité de thématiques à laquelle ça touche, que ce soit des thématiques d'ordre de gestion humaine, des problématiques techniques, des outils juridiques, etc. Et voilà, et ça pose aussi des défis pour la recherche, pour adapter ou créer des nouveaux cadres aussi d'analyse pour mieux comprendre et puis comment tous ces acteurs travaillent ensemble aussi. Hélène. Oui, il y a un intérêt incontestable aussi pour la recherche, c'est cette façon de faire bouger les lignes, en fait. Ces manières d'expérimenter, de faire bouger les lignes en termes de rapport au travail, de normes professionnelles, de cette notion de paysan de passage, encore une fois. On voit bien, y compris ici à l'ISARA, des étudiants qui ont envie de mener une activité agricole, mais pas pour la vie. Donc tout ça, c'est nouveau, c'est créatif et c'est super intéressant. Et donc Maëla, tu vas avoir le privilège d'avoir le mot de la fin. Je pense que pour imaginer un développement des fermes collectives, il y a besoin de travailler sur les imaginaires et ce qu'on raconte en fait de qu'est-ce que c'est l'installation, qu'est-ce que c'est être agriculteur, agricultrice, qu'est-ce que c'est de travailler à plusieurs. C'est un petit peu ce qu'on est en train de faire ici, puisqu'on partage ce qu'on sait, ce qu'on connaît, ce qu'on imagine de ces formes d'installation à plusieurs. Et donc c'est plus un appel que je ferais aux médias, aux personnes qui ont envie de réaliser des films, écrire des articles, de s'intéresser
s'intéresser à ces formes particulières d'agriculture et de sortir des clichés ou des questions toutes faites. Essayer vraiment d'aller explorer avec toute la curiosité possible, sans trop d'idées préconçues, ces formes d'agriculture, pour donner envie à des gens de les rejoindre ou à d'autres d'aider à leur financement ou voilà, d'ouvrir un peu le champ des possibles. Voilà, Maëla nous conclut parfaitement cet épisode. Merci beaucoup Maëla. Merci à toutes les quatre vraiment infiniment pour votre présence. On a eu le privilège de réussir à vous réunir au même moment, au même endroit à l'ISARA. Donc merci beaucoup pour votre participation. On espère qu'on prolongera ces discussions ici et ailleurs. Merci, bonne écoute sur La Charrue avant les bœufs et à bientôt.